consciences, agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir, inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Direct, événement, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée. Il est 11h passé de quelques minutes sur la pendule centrale du média du développement et de l'entrepreneuriat, la même heure à Fugumba, ça c'est dans Dalaba. Bienvenue mesdames et messieurs auditeurs et valeureux téléspectateurs de Kavi Média. Nous sommes ce matin au bureau du prof, l'émission éducative qui vous plonge dans les réalités, dans les méandres de l'école de la République, que vous soyez enseignant, élève, étudiant ou tout simplement passionné de l'éducation. Sachez que cette émission, elle est conçue, elle est faite pour vous. Vous pouvez donc nous suivre sur le canal 410 ou tout simplement via l'application Kavi Média que vous pouvez télécharger à travers App Store ou Play Store, ou tout simplement nous suivre aussi sur la radio 89.5 ou aussi à travers notre page Facebook. Encore une fois, bienvenue et installez-vous confortablement pour ce numéro du jour. Alors, je vais rapidement dire bonjour à mes chroniqueurs. Monsieur Cabinet, bonjour. Bonjour, à vous et à nos valeureux téléspectateurs et auditeurs. Vous allez me permettre ce matin de dire bonjour à Monseigneur, au cardinal Robert Sarah. Et vous savez, la Guinée a des icônes qui sont connues à l'international, qui ont fait à la fois la fierté de notre pays, mais aussi la fierté du monde entier. Parmi ces figures-là, il y a évidemment le cardinal Robert Sarah, un homme de vérité, un homme juste, bien sûr, qui peut être un parfait exemple pour la jeunesse de notre pays, et l'autre à qui il faut rendre hommage. Lui, c'est un jeune qui, littéraire, a publié, je crois, depuis 2015, il était seulement élève en 12e année. C'est Fassou David Condé, un jeune qui a moins de 30 ans, mais qui aujourd'hui est en train de soutenir une thèse de doctorat du côté du Canada. Ce sont des personnes vraiment qui sont inspirantes et qui font la fierté de notre pays. Et par anticipation, et je rends aussi hommage à notre invité qui les téléspectateurs vont découvrir tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur Cabinet. Oui, monsieur Cheikh, aujourd'hui, il est vraiment à l'heure. Hein? Bonjour. C'est obligatoire parce qu'aujourd'hui, on doit recevoir sur notre plateau la maman nationale du système éducatif. Tout à fait. Donc, j'ai fait violence sur moi-même pour venir à l'heure
afin de faire honneur à une grande dame qui a servi l'État et qui continue à servir encore l'État. Tout à fait, très bien dit. Et je vais rapidement aussi dire bonjour à notre grande icône, notre maman nationale, comme tu l'as dit. Et vous le savez très bien, c'est Hadja Aïchaba. Bonjour Hadja. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du bureau du prof. Alors, avant d'en venir à Hadja, vous savez, le bureau du prof, c'est aussi des rubriques, notamment le mot du prof. Et aujourd'hui, nous n'allons pas trop nous appesantir sur cette rubrique. On ne va que donner quelques subtilités et revenir à notre invité. Alors, vous savez très bien, le mot du prof, c'est une rubrique éducative, une rubrique didactique qui vise à renforcer le quotient intellectuel, le quotient linguistique de nos auditeurs et téléspectateurs. Quand bien même nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse, puisque nul n'est parfait, la perfection est un attribut du Tout-Puissant Allah. Alors, on va faire rapidement focus sur deux mots, quand avec D et quand T à la fin. Quand est-ce qu'il faut écrire quand avec D à la fin et quand avec T à la fin? Alors, on l'écrit quand avec D à la fin, c'est si nous pouvons le remplacer par lorsque. Et à titre d'illustration, nous pouvons dire quand je serai grand, je deviendrai journaliste. Lorsque je serai grand, je serai journaliste. Et l'autre mot, quand terminé avec T, c'est si nous avons la possibilité de le remplacer par en ce qui concerne ou en ce qui me concerne. Exemple, cabinet prend du riz. Quant à moi, je prends du fonio. En ce qui me concerne, je prends du fonio. Et rapidement, focus sur une figure de style qui est l'hyperbole. Vous savez, on vous l'a dit que les figures de style, ce sont des procédés gracieux de la langue française qui nous permettent de rendre notre communication plus vivante, plus poignante, avec beaucoup plus d'expressivité. Alors, l'hyperbole est une figure d'exagération. C'est lorsque nous essayons d'exagérer dans la transmission d'une idée, d'une réalité. Et à titre d'illustration, nous n'allons même pas partir loin. Vous n'avez qu'à prendre l'épopée mandingue de Sundiata Keita où on parle du baobab qui a été arraché par Sundiata. Voilà, c'est de l'exagération, c'est de l'hyperbole. Quand bien même qu'en légende, on en a besoin. Voilà. Et rapidement, pour terminer avec l'expression du jour, avaler des couleuvres. Avaler des couleuvres signifie quoi? En fait, c'est quelqu'un qui encaisse, on le fait subir beaucoup de choses, mais la personne ne réagit pas. On dit vraiment, toi, tu aimes avaler des couleuvres. Alors, c'était là la rubrique Le mot du prof. Nous allons à présent revenir à notre invité, notre grande icône du système éducatif guinéen. Gardez donc votre position et votre confort d'écoute, mesdames et messieurs. Alors, Hadja Aïchaba, très connu et très attendu dans cette émission. Moi, pour la première fois, j'étais assis dans un café en train de siroter tout tranquillement ma tasse, non ébréchée, sans saccharose. J'ai entendu quelqu'un dire au temps de Hadja, le système éducatif, il était vraiment performant, c'était du sérieux. Alors, Hadja, avant qu'on ne commence à vous poser des questions concernant certains sujets, je voudrais que vous nous disiez et que vous disiez aussi aux auditeurs et téléspectateurs qui est véritablement Hadja Aïchaba. Votre parcours, Hadja. C'est très simple. Okay. Je suis une apprenante tout au long de la vie. Oui. Tous les jours, j'apprends. Oui. Je continuerai à apprendre jusqu'au jour où je vais rejoindre la vraie vie. Oui. Ce matin, d'ailleurs, quand vous expliquiez les mots, oui, j'écoutais sagement. Oui. J'en ai beaucoup appris. Oh là là, quelle humilité! Non, mais c'est vrai. C'est vrai, j'ai avalé beaucoup de couleuvres. Oh là là! Par exemple. Le cardinal Robert Sarr est un ami à moi. Okay, c'est un homme exceptionnel. Oui. Vraiment, nous devons en être fiers. Ça, c'est vrai. Et il faudrait que la Guinée accepte de valoriser ses richesses humaines, dont le cardinal Robert Sarr. Oui. Quant à moi, je suis une enseignante, une apprenante tout au long de la vie. Oui. Je suis prof de chimie. Oui. J'ai été formée en Guinée et aux États-Unis. Oui. Mais j'ai surtout été formée par ma mère. Oui. Vous savez, j'ai un défaut, un grand défaut. Oui. Je ne mens pas. Oui.
C'est une qualité. Je ne mens pas parce que ma mère m'a dit dès le jeune âge, je ne te frapperai que si tu mens. Et comme je ne veux pas être frappé, je ne mens pas. Donc revenons donc à l'éducation. J'ai enseigné et j'ai quitté l'éducation pour venir travailler quelque temps au ministère des Affaires sociales. Ensuite, comme directrice de relations internationales et des projets, c'est là que j'ai appris combien les femmes souffraient. Quand j'ai visité les projets, j'ai vu combien elles souffraient et ce qu'il fallait faire. Combien de petites filles n'allaient pas à l'école aussi. De là, et comme j'étais au niveau des relations internationales, j'ai appris à connaître ce qu'on appelle les partenaires techniques et financiers. Et comme je parle l'anglais et l'espagnol, je n'avais aucun problème pour m'entretenir avec eux. De là, je suis allée au ministère du Plan comme chef de cabinet. D'ailleurs, un jour, quelqu'un est venu me dire « Bonjour madame », je dis « Bonjour, on aimerait voir le chef de cabinet ». En regardant la porte de mes toilettes, je dis « Ah, le chef de cabinet n'est pas là. Je peux attendre ?» Je dis « Attendez. » Au bout d'un certain temps, j'ai éclaté de rire. Je dis « Mais le chef de cabinet, c'est moi. » Évidemment. Il dit « Ah, je m'excuse. Non, vous n'avez pas à vous excuser. Pour vous, le poste de chef de cabinet, ce n'est pas une femme, ça ne peut être qu'un homme. Vous voyez déjà ce que les gens pensent d'un poste qu'une femme doit occuper. Hey. Ah, c'est vrai. Ouais. Mais c'est là que j'ai appris réellement comment les négociations se faisaient avec la Banque mondiale, avec le PNUD, UNICEF, etc., USAID et consorts. Et c'est de là j'ai été nommée maintenant secrétaire d'État au ministère de l'enseignement préuniversitaire, enseignement technique et formation professionnelle. J'avais en réalité tout le département sauf l'enseignement supérieur et la recherche. Et vous savez, chez nous, secrétaire d'État, c'est un ministre, parce qu'il a son budget. Et j'avais un ami à ma famille qui était ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il pensait que je dépendais de lui. Or, j'ai mauvais caractère, of course. Nous nous sommes retrouvés au premier conseil des ministres. Le président rentre, il me voit et me dit « Ah, mais tu es jeune, hein ?» J'ai ri, j'ai dit « Monsieur le Président, pas si jeune que ça. Vous voyez les jeunes gens en face là ?» Il me dit « Oui. » Je dis « Ce sont mes anciens élèves. » Il dit « Eh non, président Barayek Beningo. » Alors, non, j'ai bu beaucoup d'eau. Ce sont mes anciens élèves. Et tous ont dit oui, c'est notre Karamoko. Et donc, on a sympathisé. C'était des ministres qui étaient donc mes anciens élèves. C'était très agréable. Et les discussions étaient toujours très riches. Au niveau de mon département, donc quand j'ai été nommé, je me suis dit, la première des choses, c'est d'abord de voir l'état des lieux. Il faut toujours commencer par les ressources humaines, les cadres avec lesquels vous allez travailler. Tout à fait. Donc j'ai regardé, je me suis dit, bon, ceux qui veulent travailler avec moi, je le saurai tout de suite. Ceux qui ne veulent pas travailler avec moi, je le saurai aussi. Bref, comme on dit, to short it short, c'est-à-dire pour raccourcir. J'ai eu un groupe de cadres de très haut niveau. Certains, c'est moi qui suis allé les chercher, tels que Eladj Bachir Touré par son âme. Je vais à Kindia et je suis allé seul avec mon chauffeur. J'arrive chez lui, je tape à la porte. Il me dit, qui est là? Il ouvre, et Aïcha. Je dis, je suis venu te chercher. Il me dit, pourquoi? Je dis, tu vas être mon inspecteur général. Il dit, ah non, moi je reste je suis vieux, je reste ici jusqu'à ce que je vais prendre la retraite à Kindia. Il dit, Dieu t'amène avec moi. Il n'est pas question que tu veux me lâcher? Je dis, je viens d'être nommé, je compte sur toi. Or, Bachir Touré, c'était un homme d'une trempe exceptionnelle. Très bien formé, très honnête, intègre. Donc il fallait un homme comme ça pour être inspecteur général du ministère. Je suis allé chercher Doucouré, Ali Badra,
pour être secrétaire général du ministère. Lui aussi, il s'est dit non, vraiment, j'ai dit non, tu viendras. Parce qu'il connaît le système, il a tout fait, il a été enseignant, directeur préfectoral, inspecteur et tout. Donc il pouvait être secrétaire général. J'ai gardé Conté, Mohamed pour être chef de cabinet. Maintenant les directeurs nationaux, je les ai gardés, sauf un qui a dit je ne veux pas travailler avec Adja Chaba. Je dis très bien, j'ai pris son adjoint, Kaba, paix à son âme aussi, qui était très très bien. Donc j'ai eu une équipe soudée, je leur ai fait confiance et j'ai cédé le pouvoir. Je leur ai dit, vous êtes responsable, je ne ferai que contrôler. Vous connaissez votre boulot, ce qu'on appelle délégation du pouvoir. Or, dès que vous déléguez le pouvoir, qu'est-ce qui arrive? C'est que chacun veut bien travailler et vraiment ne pas avoir honte. Voilà comment nous avons pu. Je dis toujours, on ne réussit pas. Ce n'est pas un individu qui réussit, c'est une équipe qui réussit. Donc, quand on dit Hadja a fait ceci, non. C'est mon équipe qui a travaillé. Tout à fait. Quant aux directeurs préfectoraux, ceux qui ont été nommés directeurs préfectoraux ont tous été formés à Dakar comme inspecteurs primaires. Donc, ce sont des gens qui connaissaient le travail. Et ils ont tous été équipés en véhicule pour pouvoir travailler. Parce que si vous ne menez pas un équipement au cadre, ils ne peuvent pas travailler. Ça, c'est vrai. Et voilà le secret. Et ensuite, ne jamais s'asseoir dans ce bureau. Quand on est ministre de l'Éducation, il faut faire le terrain. On court à droite et à gauche, on fait toutes les préfectures, tous les villages. Et ensuite, on va à l'extérieur pour chercher des fonds. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas un coin où je n'ai pas été. Et c'est ça le secret. C'est très bien dit. Vraiment, c'est intéressant. Vous avez écouté de façon très religieuse. Mais avant de te passer la parole, de te donner la parole, Monsieur Cabinet, moi, je veux poser une toute petite question à Hadja. Alors, on connaît aussi Hadja pour son engagement, pour sa détermination pour les droits des femmes, plus singulièrement la scolarisation des jeunes filles. Et aujourd'hui, on remarque qu'il y a une forte disparité entre les garçons qui sont scolarisés et les filles qui sont scolarisées. À votre temps, et je pense que c'est un combat que vous continuez toujours au niveau de l'UNESCO et de certaines organisations internationales. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour véritablement encourager les jeunes filles à aller, en tout cas à l'école, ne pas faire ce qu'on appelle l'abandon scolaire? Vous savez, si vous voulez réussir un système éducatif, le groupe cible qu'il faut prendre, ce sont les jeunes filles. Tout à fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'on est obligé de travailler sur le plan de l'accès et sur le plan de la qualité. Donc construire accès, construire près des communautés pour que les filles puissent aller à l'école et tranquillement, que les parents aient confiance. Parce qu'en fait, si les parents ne laissent pas les filles aller à l'école, ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas. C'est parce qu'ils ont peur de l'intégrité de leurs filles. Donc si vous construisez près des communautés, l'école est clôturée, il y a des toilettes séparées, il y a un point d'eau, et si possible, de l'électricité, maintenant c'est possible. Et bien là, il n'y a aucun problème, les parents vont laisser tous les enfants partir, les filles, et par conséquent, les garçons. Donc quand on me dit, vous vous basez sur... Je dis non. Quand on se base sur les filles, automatiquement les garçons viennent. Et là maintenant, nous allons à la qualité. C'est la formation des enseignants. C'est de dire aux enseignants de les former pour qu'ils comprennent que chaque gosse a un potentiel. Les filles et les garçons ont le même potentiel. Donc vous les formez pour qu'ils réalisent cela. Donc, automatiquement, vous voyez que ça va bien se passer. Ça, c'est un. De deux, tolérance zéro en matière de violence. 3, il faut qu'il y ait obligatoirement un curriculum qui parle aussi bien aux enfants qu'aux parents. Si vous leur donnez un curriculum qu'ils ne comprennent pas, qui ne les intéresse pas, est-ce qu'ils vont s'y intéresser? Non, pas du tout. Et en conséquence, maintenant, le matériel didactique. Il faut que cela reflète le curriculum, donc que ça parle aussi bien aux parents qu'aux enfants. Là, vous allez avoir la qualité. Mais il faut un point il faut la santé. Ça c'est vrai. Il faut une infirmerie.
Là aussi, si les enfants ont un petit bobo, vous réussirez à les soigner. J'avais déjà... Il faut... Est-ce qu'un sac vide peut tenir? Pas du tout, on va dire. Donc un petit repas par jour. La cantine scolaire. Oui, la cantine scolaire. C'est obligatoire. C'est fondamental. Vous savez, j'avais demandé à la Banque mondiale, je dis, la santé me dit, je dis, deworming. Deworming, c'est quand on... Aïe, aïe, aïe. Deworming, c'est quand on donne des pilules pour que les vers partent. Ah, d'accord. C'est comme des parasitants, oui. Je dis, si vous voulez que les enfants vraiment soient en bonne santé, nous mangeons du poisson et toutes sortes de choses, il faut déparasiter les enfants de temps en temps. Pas seulement les enfants de l'école, même les enfants du village. Et ce qui va d'ailleurs encourager les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Ce qui est une bonne chose. Et puis, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Donc, on a dit accès, qualité. Et il faut qu'il y ait des statistiques qui soient désagrégées, filles, garçons. Chaque année, vous regardez. Il y a combien d'élèves l'année dernière, combien cette année? S'il y a un gap, il faut faire des recherches actions pour savoir pourquoi. Et afin de pouvoir y remédier. Tout à fait. Et vous ne pouvez pas réussir un système éducatif si vous n'avez pas tout le monde autour. Ça, c'est vrai. Les parents des enseignants, les syndicats des enseignants. Il faut avoir les autres ONG, parce que vous savez, les ONG sont des miroirs. Ce sont les ONG qui vous montrent si ce que vous faites est bien ou pas. Et ils peuvent vous aider aussi. Il y en a qui travaillent dans le système éducatif. Je prends l'exemple, par exemple, du FAWE, ou FEG, le Forum for African Women Educationalists, Forum des éducatrices africaines, dont je suis la présidente africaine. Nous sommes présents dans 33 pays. Nous avons 34 antennes, dont une en Guinée. Et donc, vous travaillez, nous travaillons ensemble. Parce qu'il ne faut pas se focaliser seulement sur son pays. Il faut voir ce qui se passe ailleurs. Apprendre des autres. Tout à fait. Et ce que nous avons appris aux autres pays, c'est par exemple la reprise des jeunes filles qui tombaient en grossesse. Pourquoi je me suis battue pour que les filles adolescentes qui tombent en grossesse reprennent les cours? Ce n'est pas leur faute. C'est la faute aussi bien aux parents qui ne leur parlent pas de leur sexualité. Qui ont tabou. Voilà, c'est un tabou. Qu'au système éducatif qui ne le fait pas non plus. Et donc, il faut que les deux assument leurs responsabilités. Pourquoi j'ai eu cette idée-là? C'est parce que quand j'étais au lycée, nous avons une copine qui était très intelligente. Elle est tombée en grossesse, on l'a licenciée. J'étais en seconde. Et j'ai dit à mes copines, quand je serai ministre, ça va changer. Elles ont ri. Oui, elles ont ri. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que j'ai un sixième sens. Donc quand j'ai été nommée ministre, c'est l'une des premières choses qui m'a tout de suite piqué. Et j'ai dit, bon, ça, il faut que ça change. Quand j'en ai parlé à mes collègues du ministère, ils ont dit, ah non, Hadja, c'est encourager les filles à tomber à mais non. Est-ce que à la maison on a... Non. Est-ce que dans le... Non. J'ai dit alors, c'est notre faute. J'ai mis 2 ans de campagne. Parce qu'il faut faire la campagne au niveau de tout le pays pour que les parents comprennent pourquoi on reprend les jeunes filles. Parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils sont fautifs. Il faut aussi que nous, éducateurs, nous sachions que nous sommes fautifs. Et quand un jour je vais à Foreka, non, Koya, il y avait une conférence soirée, quand moi je vais à mission, je vais en pit-pit, habillée comme une villageoise. Quoi. Je porte toujours les tenues de chez nous, de toutes les façons, tout le monde le sait. J'arrive et je prends la parole. Je parle, il y a une qui dit, ah, Ndeiki, Nara, Inang Adjaïcha, Nara la Haula, Nyongama Kuyago. Nara de Nguru. Oh non, très bien. Alors, quand j'ai expliqué pourquoi les jeunes filles adolescentes qui tombaient en grossesse devraient être reprises, elle me dit, Wallahi, nga inondiati. Alors, quand elle m'a dit ça, je dis, voilà, le moment est venu de prendre l'arrêté. Si au niveau des parents, ils comprennent, c'est terminé. Donc, j'ai pris l'arrêté et ça a été fait. Maintenant, je suis allé à notre réunion régionale africaine, où j'ai expliqué à mes collègues ministres de l'éducation, je dis, il faut que l'on reprenne les filles
me disent, ah, je dis, j'ai réussi à le faire en Guinée. Oui. Elles disent, oui, je dis, parce que c'est une perte d'argent. Oui. Vous vous imaginez combien d'argent on perd quand on licencie la fille? Oui. Me dit oui. Donc on a pris ce volet-là, le volet de la perte de financement quand on licencie les filles. Elles me disent, bon, fais une recherche là-dessus et nous allons inviter tous les ministres de l'éducation africains. Nous l'avons fait en 1994 à l'île Maurice. Et c'est comme ça que maintenant, toutes les filles adolescentes qui tombent en grossesse reprennent les cours. Voilà une politique qui vient de la Guinée. Il faut que nous en soyons fiers. Et ensuite, le faire de dire les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers. Parce qu'au niveau de notre département, vous avez entendu parler du PAS. Donc ce programme d'ajustement du secteur de l'éducation, c'est tous les bailleurs de fonds qui ont accepté de financer l'éducation, de se retrouver autour de la table. Et on avait un secrétariat technique pour le faire. Mais il faut que ce soit le ministre qui coordonne et non pas qu'il soit coordonné par les bailleurs. Il faut que la coordination des bailleurs soit faite par le ministère. Et donc, on avait une réunion. N'oubliez pas que l'éducation nationale est un secteur qui est intersectoriel. Intersectoriel, oui. Donc, on avait 2 comités que nous avions mis en place. Le comité de suivi qui comprenait un représentant des autres secteurs tels que les finances, la jeunesse, la santé, le ministère des Affaires sociales, etc. Et donc là, on se retrouvait. Pourquoi c'était important? C'est parce qu'il fallait qu'ils sachent tout ce qu'il y avait au niveau du secteur de l'éducation et comment aider le secteur à réussir. Particulièrement celui des finances, il y a un blocage. Le représentant des finances va tout de suite le faire, au niveau de la santé, etc. Bon. Au niveau il y avait un comité technique. Celui-ci, ce sont les secrétaires généraux de l'enseignement supérieur et l'enseignement préuniversitaire qui se retrouvaient pour discuter, et les directeurs nationaux, pour discuter des différents projets qu'il y avait, des programmes qu'il y avait au niveau de chaque division. Là aussi, ils se retrouvaient, comment se connecter, comment travailler ensemble. Qu'est-ce que je peux dire? Il y avait la CONEBAT, la Commission nationale de l'enseignement de l'éducation pour tous. Quand nous avons été à Djomtien en 1990 à la conférence mondiale de l'éducation, l'une des recommandations, c'était de mettre en place ce bureau-là. Et la Guinée a été le premier pays à le faire. Et là, vous avez les départements qui sont représentés, mais les parents d'élèves sont représentés. Le syndicat des enseignants aussi était représenté. Une autre chose qui est très importante, c'est le fait de régulièrement voir le syndicat. Quand il y a un problème urgent, un problème prenant, vous leur écrivez, ils viennent autour de la table, vous discutez, vous leur dites. Parce qu'il y a une chose dont tout le monde parle, c'est le redéploiement du personnel. Comment ça a été fait? C'est avec le concours du syndicat des enseignants. Quand nous sommes allés pour négocier le PAS, la deuxième phase, la Banque mondiale m'a dit il faut qu'on redéploie le personnel. Je dis je suis d'accord, mais quand je serai prête, pas maintenant. Ah bon, je dis vous pouvez garder votre argent si vous voulez. Parce que s'il y a des problèmes, ils vont partir, non? C'est clair. Et moi, je vais me retrouver dans les difficultés dans mon pays. Je dis je ferai le redéploiement au temps que je trouverai opportun. Donc je suis revenu et nous avons fait l'état des lieux. On a constaté qu'il y avait 1806 enseignants qui ne faisaient presque rien. Il y en avait qui n'avaient que 4 heures. Il y en avait qui ne venaient même pas. Il y en avait qui étaient dans des bureaux qui n'avaient même pas une chaise où s'asseoir. Je dis bon. Or, on avait construit tellement d'écoles. Dans tout le pays, il y avait des écoles construites qui étaient équipées. Des enfants qui attendaient. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Leur envoyer des enseignants. Donc, j'ai écrit au syndicat, je dis venez autour de la table, j'ai une question à discuter avec vous. Eh bien, ils sont venus et je leur ai dit voilà ce qui se passe. Nous avons des écoles construites, des enfants qui attendent. Nous avons des enseignants qui ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'on fait?
on a deux possibilités. Soit on les envoie là où il y a le travail, ou alors on les remercie. Et comme un enseignant ne veut pas quand même gagner, enfin prendre son argent sans qu'il ne travaille, je suis une enseignante, donc nous sommes sérieux. Ça c'est vrai, c'est le travail que vous faites. Et donc, ils m'ont dit, nous préférons qu'on les envoie là où il y a de travail, mais il faut que cela soit fait de façon juste. Je dis c'est très simple, ça sera décentralisé. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre un enseignant de Conakry et l'envoyer à Zérékoré. Non. Si c'est à Zérékoré, on le prendra dans la ville de Zérékoré, on va l'envoyer à côté. C'est-à-dire, c'est vraiment décentralisé. Je dis, non seulement on fera ça, mais on va d'abord expliquer cela. On va faire le tour du pays pour expliquer. Moi, je vais aller en conseil des ministres pour dire au président, voilà ce que nous allons faire. Et à ce moment-là, il ne faudra pas qu'un ministre s'en mêle. Et les mutations se feront au niveau de la préfecture. C'est le préfet qui mute. Heureusement que ça s'est fait comme ça, parce que quand je suis allé au ministre, aux choses, en conseil des ministres pour expliquer ça au président, j'ai dit, monsieur le président, j'ai quelque chose à vous expliquer et une autorisation à demander. Il me dit laquelle. Je dis, je souhaiterais faire le redéploiement. Il dit, qu'est-ce que c'est que le redéploiement? Il dit, il y avait deux collègues qui avaient déjà été racontés au président des sornettes. Je dis bien des sornettes. Figurez-vous que moi, mon mari, pendant que moi j'étais membre du gouvernement, avait créé un parti d'opposition pure et dure. Il était avec Bama Madou et Alpha Condé. Vous vous imaginez, moi ministre. Ça c'est vrai. C'est un paradoxe. Ça c'est facile à dire aujourd'hui. Il fallait être vraiment très coriace, coriace pour pas tenir. Il me dit oui, Hadja, explique-moi ça. Alors j'ai expliqué, je dis monsieur, voilà. Je dis le ministre des Finances qui est là, le gouverneur de la Banque centrale sont témoins. Si je ne fais pas ça, ce n'est même pas la peine qu'ils aillent à Washington pour les négociations. Par contre, si je le fais, on va avoir tant de millions de dollars. Et en contrepartie, mon département va avoir des fonds, des francs guinéens pour travailler, pour financer le programme. Il me dit, il m'a regardé, il a regardé les deux qui ont menti sur moi. Vous connaissez là, ça n'a compté. Très pragmatique. Le général, Allah Akbar. Et donc, il m'a regardé, il a regardé les deux, j'ai compris. Il me dit, de quoi tu as besoin? Non seulement tu es autorisé, et puis mieux, le préfet qui va refuser de faire la mutation, tu le mutes dans une salle de classe. Non, j'étais très bien. Il me dit, j'ai besoin de 8 minutes d'antenne. Radio télévisée, il me dit, ministre des Finances, ministre de la Communication, avant qu'elle n'arrive dans son bureau, il faut qu'elle trouve la RTG là-bas. C'est vrai. Je dis, oui, j'ai besoin de carburant. Finance, je lui donne autant de carburant qu'elle veut. Je dis, et l'autorisation de... Il me dit, il n'y a pas de problème, mais Hadjaï, vas-y. Et donc, je suis allé. Les syndicats aussi ont eu leur carburant pour pouvoir aller faire la campagne. Nous avons fait la campagne ensemble. On a fait le tour du pays, on a fait le déploiement sans problème. Les enseignants ont rejoint les salles de classe. Eux-mêmes, ils ne croyaient pas. D'ailleurs, il y a une qui est venue un jour me trouver à la maison. Un an plus tard, elle me dit, qui est ton karamoko? Il est tout près de moi. Il m'a regardé, comment ça? Mimi devine, c'est le Tout-Puissant. Allah, il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim. Oui, mais quand on est honnête, ce que l'on fait est correct, je dis Dieu vous aide. Je dis voilà comment le déploiement a été fait.
Ah oui, c'était vraiment intéressant. Je peux raconter. Alors, cabinet, vas-y. Que dire de plus? Franchement, nous sommes c'est accrocheur. Nous sommes à une école, franchement. C'est une masterclass qui nous est livrée aujourd'hui. Mais moi, quelque chose a retenu mon attention, que j'ai retenu, que j'ai lu bien dans la biographie de Adja. C'est l'exploit qu'elle a réalisé entre 1989 et 1996. Vous savez, les chiffres sont passés de 113 000 jeunes filles scolarisées à 233 000. Donc, quand cet exploit est réalisé, je veux que Adja nous explique de façon encore un peu plus pédagogique quel est cet impact que ce chiffre a pu créer sur toute la chaîne de valeur, non seulement de l'éducation, mais aussi et sur la qualité du personnel ou des ressources humaines en République de Guinée. Merci. Avant que Adja ne réponde, je vais demander à la technique de libérer à présent le numéro. Laisser Adja d'abord un peu parler. Oui, justement, c'est vrai. Mais le numéro, les auditeurs aussi ont besoin de poser des questions, en tout cas. Je vais répondre à sa question. Voilà, le 629 95 67 deux fois, le 629 95 67 deux fois. Allez-y, Adja. Vous savez, une fois que l'enseignant a la formation et qu'il sait que les filles et les garçons ont le même potentiel, ça simplifie. Ça simplifie le problème. Il n'y a plus de problème. Il n'y a qu'une solution à ce moment. Ça, c'est un. De deux, j'étais sur le terrain. Je surveillais ce qui se passait. Et quand je voyage, moi, la seule personne qui m'oblige à être tout avec moi, c'est le garde du corps. Sinon, en général, c'est mon chauffeur et moi. Et nous faisons le tour du pays. Je regarde le nombre de filles à la rentrée scolaire et en fin d'année. Donc, en fin d'année, je sais par exemple qu'il y a 7. L'année prochaine, à la rentrée, je viens voir. Est-ce qu'il y a 7? S'il n'y a pas 7, je dis où sont les autres? Je crois que vous avez dû voir. J'ai vu. On m'a envoyé d'ailleurs un truc là. J'avais donné une interview à une télévision. Ça a fait le tour. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis allé à Koubia. Il y avait 7 filles avant. J'arrive, il n'y a plus que 3. Mais hey, où sont les autres? Elles sont mariées, madame. Mariées? Oui. J'ai dit ok. Je vais tout de suite à la préfecture. Je dis je voudrais rencontrer les parents d'élèves. On a convoqué les parents d'élèves, ils sont venus, on a invité, on ne convoque pas, on invite. Ils sont venus et je leur ai dit, moi je ne parle pas en public au Fouta. Vous savez, il faut respecter les do's and don'ts, c'est-à-dire la culture. Une femme au Fouta, si elle a un message à faire passer, ce n'est jamais en direct. On donne la parole à quelqu'un, on lui dit, il répète. Je voudrais récupérer mes filles. Alors donc le DPE a dit Adja est venu chercher ses filles. Mais tout le monde s'est regardé. Quelle fille? Je dis X, Y et Z. En donnant les noms. Et les gens ont regardé les parents d'élèves. Elles étaient déjà mariées, étaient prêtes à aller à Dakar. J'ai récupéré mes filles. Elles sont allées à l'école. Ça c'est... Il y a une autre possibilité, une autre solution aussi que j'ai eu à faire, c'est de prendre en charge les enfants dont les parents ne pouvaient pas payer les trucs scolaires. Qu'on le fait. On paye à leur place. Une jeune fille un jour m'a dit, elle est venue un soir, on venait juste finir la prière. Elle arrive, elle ne savait, je dis assois-toi. Et c'est Azimini, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mes parents disent qu'ils vont me sortir de l'école pour me donner un mariage à mon cousin d'ailleurs. Il me dit, ah bon? Oui. Il me dit, qu'est-ce que toi tu veux? Étudier, mais c'est pas un problème. Il me dit, oui, mais ils ont dit qu'ils ne vont plus payer. Mais quoi. Je dis, il n'y a pas de problème, je m'en charge. Chaque année, tu viendras chercher, même si je ne suis pas là. Ok. Vous savez, aujourd'hui, je suis sûre qu'elle va faire le doctorat. Parce que elle a d'abord commencé par finir et faire l'ENI. Ensuite, elle a fait l'université. Elle a eu le master. La dernière fois, je l'ai vue où? Vous savez, il y a un programme que vient de lancer, les 350 docteurs ES, d'ici 2035. Je l'ai vue là. Donc, je suis sûr et certain qu'elle fera le doctorat. D'ailleurs, dès que je vais rentrer tout à l'heure, je vais l'appeler pour dire qu'il faut faire le doctorat. C'est vraiment mais quand elle est venue me voir un jour, elle est venue avec une grande jeune fille pour me saluer.
Alors on a longuement bavardé. Elle me dit, c'est votre homonyme. Ah oui. Et cette homonyme-là, aujourd'hui, elle a fini ses études. Elle a fait ici de l'université. Elle a fait Campus France. Elle est partie pour Paris, pour la France. Elle s'est mariée, elle a un enfant, elle continue ses études tranquillement. Voyez-vous, il faut simplement donner une opportunité à l'enfant. Vous lui donnez une opportunité, il réussit toujours. Et c'est ce que chacun d'entre nous doit faire. On dit en anglais give back. C'est-à-dire, nous avons eu une formation. On a les moyens. Il faudrait prendre en charge quelqu'un d'autre qui n'en a pas. Lui donner l'opportunité de réussir à son tour. Je vous dirai plus tard ce que je suis en train de faire maintenant que je m'arrête. Non, je ne prendrai jamais ma retraite, moi. Adia est une passionnée de l'éducation. Moi, je suis une passionnée. Justement. Et l'émission, elle est interactive. Vous pouvez appeler le 629 95 67 deux fois. Le 629 95 67 deux fois. La technique va s'employer à libérer le numéro. Voilà. Alors, moi, je ne vais pas lâcher Adia. Toujours concernant la jeune fille. Souvent, on dit il faut qu'il y ait égalité de genre, il faudrait qu'il y ait cette parité. Mais dans la pratique, c'est tout autre chose. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à prodiguer comme conseil pour que les femmes aussi se lancent véritablement vers le leadership? Quand vous prenez par exemple la fondation Mo Ibrahim, qui très souvent donne des bourses, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que les femmes aussi, les filles s'y intéressent? Aïe. Mais c'est très simple, vous savez, je suis membre du comité qui évalue les chefs d'État. Nous sommes 6. 3 hommes, 3 femmes. Et il y a un programme que l'on appelle le programme pour la formation des jeunes leaders africains. Chaque année, ils donnent 4 bourses. Mais c'est une compétition. Donc on lance l'appel d'offres et les jeunes africains y répondent. Figurez-vous que ce sont toujours les filles qui gagnent. 3 années de suite, ce sont les filles qui ont eu. Et on a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Moi, Ibrahim a dit, this is not my problem. Ce sont c'est une compétition. Il y a la commission qui siège, qui regarde les dossiers, et on choisit les meilleurs. Maintenant, si ce ne sont que des filles, alléluia, on donne les filles, on donne aux filles. Ça, c'est vrai. Il y a un Guinéen qui a postulé, je ne pense pas qu'il l'ait eu, mais c'est chaque année, c'est comme ça. Chaque année, il y a des 4. Vous regardez simplement le lien, c'est c'est la www.moibrahimfoundation.org. Vous regardez là, vous allez voir les bourses et on y répond tranquillement. C'est très bien. Oui, je voulais juste demander quel est l'impact de la décentralisation sur la gouvernance de l'éducation en matière de gouvernance. Mais si on ne décentralise pas, vous pouvez vous asseoir là, et donner des instructions là-bas que ça marche. C'est pas possible. Il faut déléguer. Il faut déléguer. Il faut qu'il y ait des cadres au niveau de chaque préfecture, au niveau de chaque arrondissement, au niveau de chaque quartier, pour pouvoir voir de près ce qui se passe. Ce qui nous amène à renforcer la capacité des cadres au niveau déconcentré. Mais c'est ce que moi j'avais fait. C'est une formation continue. Formation initiale et continue des enseignants. Et quand on a un poste, par exemple, tous les cadres qui ont occupé des postes ont eu tous des formations continues. Tous tant qu'ils sont. Le secrétaire général, je dirais même au planton. Alors c'est pour vous dire que c'est tout le monde qui doit passer à la formation. On ne finit jamais de se former. Donc le renforcement des capacités des cadres qui s'occupent du système, ça doit être fait de manière régulière. Toujours en matière de gouvernance, la volonté actuelle de l'administration, dans le système éducatif, la volonté actuelle maintenant de renforcer la capacité des DPE et des DCE, que pensez-vous? C'est à saluer. Of course, c'est à saluer, indeed. Il faut absolument qu'on les forme. Moi, je suis en train de me former à mon âge.
qu'est-ce que vous voulez que les autres fassent? Ok, moi je vais renchérir rapidement avant de venir à toi, Monsieur Keita. Je sais que Adia, jusqu'à maintenant, elle n'a pas encore raccroché ses gants éducatifs. Elle continue à former. Raccroché? Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce que vous continuez aujourd'hui à mener comme activité pour contribuer toujours à votre manière, à votre façon, le rayonnement du système éducatif? Premièrement, Oui. toutes les jeunes filles qui ont le baccalauréat avec mention très bien, je leur donne un petit prix. Waouh, c'est super ça. Mais la première nouvelle. je n'apparais pas. Ouais. J'envoie mon jeune neveu. Je dis, tu regardes les résultats du bac, le résultat de toutes les institutions de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Toutes les femmes qui ont la mention très bien ont un petit quelque chose. Ça, c'est une exclusivité, hein? On ne le Mais savait oui. pas. C'est très bien ça. Cette fois-ci, il y a eu quand même une exception. C'est pour le petit qui a eu à 15 ans le bac. C'est le seul garçon. Sinon, ce sont les filles. Il faut que les filles sachent que nous sommes là pour elles. Que nous sommes là pour les encourager à aller le plus loin possible. Ça, c'est un. De deux, lorsque j'ai décidé de revenir. Vous savez, quand j'ai pris ma retraite, le directeur général m'a dit there is no way. Tu ne partiras pas tant que je serai là. Est-ce que tu accepterais d'être ma conseillère spéciale pour l'Afrique? Je dis, il n'y a pas de problème. J'ai accepté. Je suis restée avec lui parce que chaque fois qu'on allait à l'Union africaine, par exemple, il a vu combien tous les chefs d'État étaient Hadja par-ci, ma soeur par-là, sister par-ci, etc. Je dis, nous partirons toujours ensemble. Je dis, d'accord. Après ça, quand même, je suis revenue. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Entre-temps, il y a, grâce à Machel, que vous connaissez, qui a été la seule femme au monde à avoir été épouse de 2 chefs d'État, Samora Machel et Nelson Mandela. Votre sœur, laquelle? Non, Ok. Ok. C'est la deuxième femme de Mandela. Oui, c'est la deuxième femme de Mandela. Donc, elle nous a invités, elle nous a appelés les icônes africaines du système éducatif. À Dar es Salaam. Elle nous a dit qu'est-ce que nous pouvons faire pour nos jeunes filles. Elle avait invité beaucoup de jeunes filles qui étaient venues, qu'elle avait sponsorisées en fait, en leur donnant de petites sommes. Et chacune a pu développer un petit projet qui avait réussi. Elle voulait qu'on voit ça. Mais elle voulait aussi que ces jeunes filles nous rencontrent pour savoir qu'en fait, il y a des femmes en Afrique qui font du bon boulot. Donc, chacune d'entre nous devait présenter quelque chose. Moi, je voulais présenter 2 femmes. C'était Jeanne Martin, ensuite une Malienne. Elle me dit, ça, tu écriras ça. On veut que tu racontes ta vie à toi. Or, quand on vous dit raconter votre vie, vous devez choisir 2 choses dont vous êtes fiers. Et non pas dire blablabla. Ça, c'est vrai. Je dis, bon, moi, je suis fière de 2 choses. Premièrement, c'est la reprise des jeunes filles adolescentes, qui est devenue une politique maintenant africaine. Je dis la deuxième, c'est la délégation du pouvoir au cadre avec lequel on travaille. Ça, c'est vrai. Les femmes. Mais quand on a fini, chacune de nous a parlé, elles étaient toutes accrochées à moi. Puis maintenant, nous sommes allés à une autre conférence maintenant, des panels, où on a dit il faut que les jeunes filles nous expliquent les problèmes qu'elles vivent. Ce jour-là, nous avons pleuré aux larmes parce qu'il y avait beaucoup de violence. Il y a une dont la mère était donc ministre de l'Éducation et le père était chef d'État. Son copain l'a frappé et lui a... son œil. Elle a perdu son œil. Quand on a... Mais le père du garçon était très riche en Afrique du Sud. Et quand donc
Ils ont porté plainte. La police a caché les documents. Parce que le père est venu faire pression. Il a fallu que la fille dise je suis la fille de et de pour qu'on ressorte le dossier. Une autre nous a expliqué qu'on ne peut pas avoir un emploi si on ne couche pas avec. Une autre a dit une autre expérience de violence. Il y a une culture où quand une femme perd son mari, il faut qu'on fout la viole. Quand elle finit le veuvage, il faut qu'on fout la viole. C'est-à-dire des trucs, la violence de des trucs impossibles. Ça, c'est vrai. Nous avons pleuré, pleuré, bon, comme on dit. Elle me dit maintenant, écoutez, quand vous allez repartir chez vous, faites quelque chose. Donc je me suis dit, bon, je vais prendre mes économies, venir en Guinée, et puis avoir une initiative. Je voulais que toutes les femmes me rejoignent pour le faire, mais j'ai compris que ce n'était pas possible. J'ai dit, bon, je le ferai seule. J'ai travaillé un peu avec l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement supérieur, mais ça n'a pas marché. Les jeunes filles ne sont pas intéressées à produire des projets. Elles veulent l'argent tout de suite. Or, ce n'est pas comme ça. Il faut travailler. Puis un jour, je suis allée à une conférence et j'ai rencontré une femme qui avait une banque de microfinance. J'ai dit, voilà ce dont j'ai besoin. Je lui ai téléphoné. Elle me connaissait, moi je ne la connaissais pas. Elle me dit, écoutez, madame, je viens à la maison. D'accord. Elle arrive à la maison, elle m'explique. C'est effectivement ce que je dis, donc d'accord, moi j'ai tant de volume d'argent. C'est un fonds, on appelle ça revolving fund, c'est-à-dire un fonds perdu. Vous donnez, je dis, et tu prêtes aux femmes, elles vont rembourser, mais il faut que le taux d'intérêt soit très petit. Elle dit, il n'y a pas de problème, c'est ce que je fais. D'ailleurs, je les forme avant de leur donner. Eh bien, ça marche très bien. Elle a pris le fonds, elle est partie. Chaque fois que j'ai un peu d'argent, je verse là-bas. Et donc, il y a des femmes qui ont réussi à avoir des petits projets qui réussissent. Et c'est de l'autonomie des femmes. Donc, si une femme est autonome, tous les enfants vont aller à l'école. Bien sûr. Les filles en particulier. Et pourquoi, quand j'étais ministre, je ne portais que ça? C'est parce que chaque fois que j'allais à Kindia, les femmes qui achètent, est-ce que les enfants ne vont pas aller à l'école? Quand je vais à la Béjaté de l'Épi, je vais en forêt, j'achète. Est-ce que les enfants ne vont pas aller à l'école? C'est pour ça qu'il faut valoriser la culture. Tout à fait, c'est très bien dit. Monsieur Kita, je te vois lever le petit doigt. Mais la radio, c'est l'heure. La radio, c'est l'heure. Il ne reste qu'une petite minute. Il ne reste qu'une minute. Ah oui, le temps passe. Non, le temps passe inaperçu avec Adia. Alors, c'est est-ce bon. que vous écrivez Adia? Adia, il faut préciser, elle a été même préfacière de l'ouvrage de l'ancien Premier ministre. Voilà. Oui, mais est-ce qu'elle écrit? Écrire rapidement, parce que là... S'il faut écrire... Non, c'est-à-dire quand on écrit... Non. D'accord, voilà. Pour le moment, je n'ai pas écrit. Oui. Mais je vais le faire. J'ai coécrit avec une femme. Oui. Alors, ça a été, en tout cas, Adia, votre mot de la fin, parce que là, nous sommes arrivés au terminus de ce numéro du jour. Pour moi, l'éducation. L'éducation, c'est la base de tout développement. En une minute, Et l'éducation des filles et des femmes, c'est ça l'épine dorsale. Vous prenez les objectifs de développement durable, de la fin au partenariat. Quel est le fil rouge qui parcourt? C'est l'éducation des filles et des femmes. Ça c'est vrai, c'est très bien. Or, quiconque éduque une fille, éduque une communauté, éduque une nation et le monde entier. Éducation. Éducation. C'est très bien dit, Adia. Ça a été un réel plaisir de vous avoir autour de ce plateau du bureau du prof. Merci. On a été quand même, on a savouré cette masterclass. Merci, Monsieur Keita. Merci, Cheikh. Voilà. Merci beaucoup, Adia. Et côté technique, on a été accompagné par Monsieur Kande Bourari et toute son équipe derrière la présentation. Appelez-moi tout simplement Alpha Sanbari, El Professeur. On se retrouve demain, Inch'Allah. Au revoir.